Pierre-André de Chalandard, quel plaisir de vous avoir avec nous. Ce n'est pas la première fois qu'on se voit, mais c'est toujours important d'avoir une discussion avec vous parce que non seulement vous êtes un grand industriel, président de Saint-Gobain, je le rappelais, mais vous avez pris aujourd'hui des fonctions. Alors, ce n'est pas président du MEDEF, l'Institut de l'entreprise, il y a une élection en ce moment au MEDEF, mais l'Institut de l'entreprise, c'est important. Peut-être vous allez nous rappeler ce que fait l'Institut de l'entreprise, donc vous venez de prendre la présidence. C'est important parce que vous vous adressez aussi à toute la réflexion qui aujourd'hui est menée dans le monde de l'entreprise sur ces transformations que je présentais rapidement. Alors peut-être on peut rappeler, vous arrivez ici en ce début d'après-midi, ce matin à l'Institut de l'entreprise, vous parliez, et ce n'est pas sans lien forcément avec ce dont on va parler cet après-midi, de formation et d'éducation des jeunes. Peut-être nous en dire un mot et présenter vos fonctions à l'Institut de l'entreprise. Oui, bonjour à tous, merci, merci Philippe. Oui, en un mot, l'Institut de l'entreprise, c'est c'est pas vraiment un think tank, mais c'est une organisation qui réfléchit à comment rapprocher les Français de l'entreprise. Ça existe depuis un certain nombre d'années, mais je crois que c'est ça la mission principale. La bonne nouvelle, c'est que les Français, aujourd'hui, ils plébiscitent l'entreprise. Alors, un peu moins qu'au moment du Covid, parce que là, c'était formidable. On est dans un monde de défiance, mais quand même, le dernier baromètre qu'on voit que les Français plébiscitent l'entreprise, mais ils attendent beaucoup de l'entreprise aussi. Et donc, il faut qu'on explique ce qu'on fait mieux, et qu'on montre à l'ensemble des populations différentes, des publics différents, quelle est l'importance de l'entreprise dans la société et le rôle positif qu'elle peut jouer, sachant que ça nous oblige également. Alors dans ces publics, il y a effectivement l'éducation, c'est très important. Donc on a des rapports entre l'entreprise et l'éducation. On a des partenariats avec l'éducation nationale pour améliorer, contribuer à aider les professeurs à mieux voir ce qu'est le monde de l'entreprise et à insuffler ça pour rapprocher et rendre les passerelles entre l'éducation et puis le fait de trouver un job à la sortie plus rapidement. Alors, je faisais ce lien avec la jeunesse parce qu'on sait que la jeunesse est très engagée aujourd'hui en faveur, bien sûr, du climat. Elle se sent évidemment, j'allais dire, au premier chef concernée. Et au moment où on se pose la question, effectivement, de cette conférence que nous organisons sur l'entreprise responsable, je pense que c'est important de s'adresser à elle aussi. Alors peut-être ma première question, Pierre-André de Chalandard, ça serait, avant le débat qui réunira d'autres acteurs tout à l'heure, votre définition d'une entreprise responsable, vous qui êtes un chef d'entreprise et qui les représentez. Mais une entreprise responsable, c'est une entreprise qui prend en compte le fait qu'elle est dans un environnement dans lequel il y a des parties prenantes. Et donc qui n'est pas là uniquement pour gagner de l'argent, mais qui est d'abord utile et qui est soucieuse de son environnement. Les salariés, les clients, les fournisseurs, la société dans laquelle elle est insérée, et qui considère que d'entretenir des bonnes relations et de travailler en liaison étroite avec l'ensemble de ces parties prenantes, c'est être responsable. Et en plus, en général, quand on fait ça bien, quand on est utile, ça marche mieux. Aussi pour le bas de ligne, qui est une préoccupation que toutes les entreprises doivent avoir aussi. Donc, si vous voulez, l'entreprise responsable... Pour employer le mot qui parfois fâche, le profit. Le dividende des actionnaires. Mais ça, c'est très important. Mais simplement, la notion d'entreprise responsable, c'est qu'il n'y a pas que ça. Voilà. Par rapport à une définition bien connue aux États-Unis de Friedman, où l'entreprise doit s'occuper uniquement de son bas de ligne. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que même les Américains sont en train de revenir en arrière là-dessus depuis quelques années. Mais j'allais dire, les Européens et les Français ont sur cette notion d'entreprise responsable, sont plutôt en avance, enfin les Anglais aussi, et je pense que c'est du bon sens. Moi, j'ai toujours... Est-ce que vous-même, vous avez évolué là-dessus? Moi, je me souviens très très bien quand j'ai le premier discours à l'Assemblée Générale de Saint-Gobain en tant que président, donc il y a maintenant plus de 15 ans, j'avais fait mon discours là-dessus. Moi, j'ai toujours été partisan des parties prenantes et du fait que l'entreprise devait être responsable. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est très mainstream. C'est très mainstream. Le sujet qui est important, là, vous parlez des comptes, c'est que effectivement, moi je dis toujours what gets measured gets done. Dans l'entreprise, on mesure. Et donc, ce qui est plus difficile, c'est de mesurer cette responsabilité. Pour éviter de se faire aussi, à partir du moment où on veut être responsable, on est facilement accusé d'hypocrisie. Et donc, le vrai sujet, c'est celui-là.
Et c'est un des travaux importants qu'a fait l'Institut de l'entreprise l'année dernière. Hein, on a fait travailler 250 dirigeants d'entreprise sur ces sujets-là. Et le travail s'appelait l'entreprise, j'aime pas beaucoup, c'est un anglicisme, full RSE. Mais en gros, c'est de dire qu'aujourd'hui, et c'est ça qui a bien évolué, c'est que cette notion d'entreprise responsable, ce n'est plus uniquement un discours, j'allais dire, pour l'Assemblée générale, un discours pour le rapport annuel. C'est descendu dans toutes les fonctions de l'entreprise. Ça irrigue l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Ce n'est pas le responsable du développement durable ou de la RSE, s'il y en a un, qui s'occupe de ça. C'est l'ensemble des fonctions de l'entreprise qui ont pris chacune... comment ils peuvent contribuer à ça. Donc je pense que l'entreprise française a beaucoup évolué depuis quelques années sur ces sujets-là. Elle est plutôt en avance, hein, et ça dessine un peu ce que pourrait être l'entreprise de demain. Donc une entreprise plus poreuse, plus transversale aussi, hein, et plus multilocale. Et je pense une entreprise qui sera tout aussi, sinon plus prospère. Je parlais des jeunes, vous en avez rencontré ce matin, donc il faut leur trouver un emploi et certainement ces emplois seront dans des entreprises qui sont dans cette décarbonation. J'ai envie de dire, est-ce que la jeunesse pousse l'entreprise à changer? Écoutez, on voit bien aujourd'hui les grandes écoles. C'est majeur. Vous sentez cette pression de la génération YZ? C'est majeur. On ne fait plus d'entretien d'embauche où on n'a pas à parler de ça. Hein, les jeunes veulent du sens aujourd'hui. Et donc, c'est aux entreprises de se vendre. Hein. Il y a encore du chômage en France, mais enfin, vous me demandez aujourd'hui quelles sont les préoccupations de la majorité des entreprises, c'est d'arriver à recruter. Ouais, le rapport de force est un peu en faveur des salariés. Le rapport de force est en partie inversé. Et sachant que les critères de recherche, c'est plus toujours uniquement la rémunération. Hein. Les jeunes veulent travailler dans des entreprises qui donnent du sens. Alors, on a beaucoup de chance chez Saint-Gobain, c'est facile de l'expliquer, mais je pense que c'est le cas. Toutes les entreprises sont confrontées à ça. Et donc, comment on donne du sens si on n'est pas responsable? Donc, l'entreprise responsable, c'est un élément indispensable. Donc, les jeunes, il faut avancer. Moi, je dis toujours, hein, sur les sujets du climat, aujourd'hui, dans les entreprises, il y a deux forces qui poussent. Il y a les jeunes et donc maintenant les salariés. Parce que les jeunes, c'est aussi les enfants des autres. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, les parents nous disent, quand ils rentrent chez eux le soir, les enfants leur disent, papa, maman, ta boîte, elle fait quoi pour la planète? Donc, si vous voulez, t'as encore pris l'avion. Voilà, et puis il y a la finance, on aura l'occasion d'en parler. On va en parler. Alors, il y a un double mouvement, vous l'avez assez bien décrit, qui est plutôt qualitatif, changement effectivement de la définition de l'entreprise. Puis il y a un mouvement, vous l'avez esquissé, quantitatif. C'est-à-dire qu'on mesure aujourd'hui les profits, ça on sait faire, la comptabilité, bon, on le fait plus ou moins bien, parfois des accidents, mais ça marche relativement bien. Il est en train d'arriver une nouvelle révolution comptable, c'est cette fameuse directive européenne dite CSRD, qui va s'appliquer à partir de l'année prochaine et de l'année suivante à un assez grand nombre d'entreprises européennes, et notamment en France, beaucoup de PME, qui vont devoir produire un rapport extra-financier. Qu'est-ce que vous pensez de cette révolution comptable, de l'extra-financier? Est-ce que les entreprises françaises, notamment les plus petites d'entre elles, enfin je pense à des PME qui feront plus de, je crois que c'est à partir de 150 salariés ou 250 salariés, enfin quelque chose comme ça, qu'on a aujourd'hui cette obligation. Est-ce que cette obligation va être une contrainte qu'elles vont pouvoir suivre? Alors moi j'en pense beaucoup de bien sur le papier, et de ce que j'ai compris, je suis très inquiet. Voilà. Très inquiet. Très inquiet. Oui, très inquiet parce que aux dernières nouvelles, là, ça évolue, mais aux dernières nouvelles, il s'agit de donner plus de 1200 indicateurs. On était à 2000 il y a 6 mois, ça a un peu baissé. 1200 indicateurs. Pour vous donner une idée, la loi NRE, hein, les grandes entreprises, dans les rapports annuels, ça fait déjà quelques dizaines de pages, il y avait une centaine d'indicateurs. Donc c'est colossal. Bon. Et donc ça veut dire ça va nourrir les auditeurs. Et je ne sais pas comment beaucoup d'entreprises... alors, les très grandes entreprises, ça va être un coût mais on va mettre des armées de gens et on va le faire. Mais quand vous êtes une PME, chargé de reporting, oui, chargé de reporting, mais je ne sais pas comment on va faire. Hein. Alors, et je trouve que l'approche... Si c'est trop, ça veut dire, est-ce que vous pensez qu'il y a une erreur dans l'approche? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est trop bureaucratique par rapport au... Et qu'est-ce que vous préférez? D'ailleurs, il y a quelque chose qui est un peu paradoxal, si vous voulez, c'est que moi, je suis très européen. Bon, et les Européens ont voulu s'emparer de ce sujet. Très bien. Mais dans le même temps, il y a une initiative
anglo-saxonnes, des IFRS, hein, Où travaille Emmanuel Faber. Eh bien, eux, ils ont beau être anglo-saxons, etc. Leur approche du sujet, des indicateurs qu'ils vont mettre est beaucoup, beaucoup plus pragmatique. Est-ce que vous pensez qu'il est encore temps de faire le bon chemin? On essaye, il y a un certain nombre de gens, et on essaye de les faire converger, au moins, premièrement. Et deuxièmement, le sujet, c'est que l'Europe a voulu s'emparer de beaucoup d'autres sujets, sur lesquels je crois que les Européens ont des choses à dire sur des sujets sociaux, sociétaux. On n'a pas envie d'avoir les mêmes critères. D'ailleurs, notre culture est différente. Il faudrait un peu de subsidiarité sur les sujets. Mais je trouve que l'initiative bruxelloise, à ce stade, c'est pas encore complètement fait, mais est beaucoup trop bureaucratique. Oui, donc je suis inquiet. On aura ce soir Pascal Canfin qui viendra clôturer, le député européen, ce forum. On pourra lui poser quelques questions à ce sujet. Alors, néanmoins, il va falloir... Même si l'idée est bonne, hein. Il va falloir transposer en droit français. Est-ce que vous avez... en général, quelques conseils à donner. En général, en France, on est les champions, c'est-à-dire qu'on prend ce que fait Bruxelles et on en rajoute. On est le pays d'Européens qui... On complexifie la complexité. Alors, on se plaint de Bruxelles, ça c'est un grand sport national, mais on est le pays qui transpose des directives en rajoutant à chaque fois. Donc, je suis encore plus inquiet. Voilà. Un autre sujet dont on va reparler, on parlera de la finance et du rôle de la finance dans quelques instants, mais il y a une autre actualité sur laquelle j'avais envie de vous entendre, qui concerne et Saint-Gobain, bien sûr, et toutes les entreprises, c'est le plan Industrie verte, qui est en pleine préparation, et qui se veut, à la fois au niveau français, mais avec une dimension européenne, un peu la réponse à l'IRA américain, c'est-à-dire le grand plan américain qui est extrêmement pragmatique, extrêmement puissant, qui va mettre près de 400 milliards de dollars pour accélérer la transition énergétique aux États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on a une réponse dans l'industrie européenne suffisamment à la hauteur? Mais déjà, vous voyez, la manière dont vous passez d'un sujet à l'autre, c'est déjà un élément du problème, si je puis dire. C'est que l'approche américaine, ça consiste essentiellement à mettre des crédits d'impôt. C'est simple. L'approche européenne, ça consiste d'abord à faire des lois et des règlements, donc à punir, à obliger de reporting, à mettre des taxes. C'est ça l'approche européenne. Donc c'est très différent. Et alors quand on veut, c'est la réponse récente de Bruxelles dont le projet de loi Industrie verte est sur le plan des idées, là aussi c'est des bons sujets. Mais si vous voulez, on va faire des choses à Bruxelles, on a fait des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus compliquées que le crédit d'impôt simple. Donc, on dit on va simplifier, mais pour simplifier, il faut des critères qui sont encore plus compliqués. Donc, si vous voulez, l'approche... Alors, on critique l'approche américaine, et on a raison de dire que l'approche américaine est une approche qui pose des tas de problèmes sur le plan du commerce international, puisque pour avoir ces crédits d'impôt, il faut le faire sur le sol américain, ce qui n'est pas... c'est du protectionnisme vert. Et donc on a... Même si vous voulez, en soi, le fait que les Américains travaillent sur ces sujets, c'est bon pour la planète. Donc c'est très habile. On avait tendance à dire qu'ils étaient en retard, là, ils vont le rattraper. C'est très habile, la politique de Biden. Et nous... Alors, on a une approche qui est quand même beaucoup plus compliquée. Donc, il n'est pas encore adopté. On n'a pas les mêmes moyens. Encore adopté, on n'a pas encore les mêmes moyens. Mais je pense que le risque qu'on a chez nous, c'est de réglementer, de taxer. On a entendu parler, je ne sais pas, j'espère que ce ne sera pas retenu, de dire que maintenant, par exemple, le crédit d'impôt recherche, qui est un des trucs qui marche le mieux dans ce qu'on a en France, il faudrait, j'espère que non, mais il faudrait que ce soit vert, le verdir. Voilà, ouais. Bon, c'est le restreindre, en fait. Donc, je pense que encore une fois, sur le papier, les intentions sont bonnes, comme à Bruxelles. On va voir un peu les textes qui arrivent, mais je ne suis pas sûr que ce soit à la hauteur de la mesure des Américains. Alors, on va poursuivre le débat avec vous dans quelques instants, avec les deux autres invités qui vont nous rejoindre autour de ce plateau, qui sont Cécile Cabanis, la directrice générale adjointe de Tikehau Capital, et Antoine Cyr, qui est responsable de l'engagement d'entreprise et membre du comité exécutif de BNP Paribas. Je vous propose de faire une toute petite pause, le temps de les accueillir, et restez avec nous, bien sûr, Pierre-Henri Tchalandard.